Bonjour. Le choc des idées et le débat contradictoire constituent la sève principale dont se nourrit la démocratie, qui est par essence pluraliste. Après avoir reçu le secrétaire général du Parti congolais du travail, décryptage, à défaut d'être une émission à contradiction directe dans un style de face à face, donne la parole aujourd'hui au premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, l'UPADS, M. Pascal Tsatima Biala, qui est par ailleurs chef de file de l'opposition. Monsieur le premier secrétaire, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'être là, une fois de plus, pour nous donner l'occasion de nous exprimer. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro. Monsieur Pascal Tsatima Biala, comment va l'UPADS, le parti de l'ancien président Pascal Lissouba? C'est la question de tous les jours. Il n'y a pas que vous qui me la posez. Les militants aussi. Les militants aussi se la posent. Ils enrichissent le débat sur la toile, quelquefois de manière un peu brutale, agressive. L'UPADS se porte comme aujourd'hui la plupart des partis de l'opposition, avec les difficultés qui sont les nôtres dans le financement de leurs activités. Mais l'UPADS essaye au moins de sortir de l'eau. Des partis de l'opposition qui sortent de l'eau. Pourquoi? Mais parce que nous avons une représentation dans les institutions, dans les conseils locaux, au Parlement. Et donc, je ne dis pas que l'UPADS se porte comme le Pont Neuf, mais l'UPADS n'est pas à terre non plus. Il y a quand même une dichotomie entre le poids réel de l'UPADS et le nombre d'élus. Alors, j'ai l'impression que le bastion électoral que vous aviez à l'époque, c'était frité. Hein? Bon, d'accord, il y a cette critique. Mais nous voulons... Oh, si, il existe toujours. J'ai dit, il y a les résultats électoraux, le nombre de députés, de conseillers, mais il y a la réalité, parce que ça s'est effrité, non pas parce que seulement l'UPADS fait des comptes performances, mais parce qu'il y a d'autres raisons. En cette période de Covid-19, les partis de la majorité présidentielle qui sont à côté de leurs militants pour faire des dons, mais aussi pour faire de la sensibilisation. Mais vous, on ne vous voit nulle part. Ils ont les moyens de la visibilité. Tout ça, c'est de l'argent. C'est ça le fonctionnement. Ils ont les moyens de la visibilité. Pourquoi il n'y a que le PCT qui apparaît? Et les autres partis, non, pourquoi? Et vous, les responsables des médias, il faut bien vous poser la question. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre total. C'est pour ça que le jeu démocratique est faussé. À côté d'un parti super puissant qui détient tous les leviers économiques, financiers, l'administration, tout. Et l'autre parti qui n'ont rien du tout. Et avec ce rien du tout, essaie de subsister. Et je pense que c'est ça qu'il faut féliciter. Il faut le féliciter d'ailleurs. Nous sommes à 7 mois de l'élection présidentielle. On ne parle presque pas du congrès au sein de l'UPADS. Est-ce que le candidat va s'autoproclamer ou bien le processus est mis en place pour aller vers le congrès? Nous allons tenir, vous savez, le candidat ne se désigne pas qu'au congrès, aussi au congrès. C'est peut-être le lieu, le moment le mieux indiqué. Mais il nous est arrivé de désigner le candidat de l'UPADS à cette élection majeure sans passer par le congrès. Vous ferez la même chose? Si, à défaut de tenir le congrès avant, si d'aventure, le débat en notre sein conclut qu'il nous faut un candidat. Nous avons pesé, sous-pesé le bien, le mauvais. Et là, vous parlez du débat avec tout le monde Le débat à l'intérieur du parti. Parce qu'il y a ceux qui se sont un peu mis à l'écart. Les autres partis? Non, les autres membres du bureau, du secrétariat permanent ou du bureau de votre parti, notamment votre numéro 2. Il y a des gens qui se sont mis un peu à l'écart. Est-ce que quand vous parlez du débat, vous allez rassembler tout le monde? Bien sûr, bien sûr. Écoutez, dans une famille, s'il y a un enfant qui s'exclut de lui-même, que voulez-vous que papa fasse? Il va le chercher. Et oui, mais quand il a tenté de le chercher, il ne revient pas à la maison, on fait quoi? On ferme la maison et on met tout le monde dehors? On attend que demain, lorsque les meilleurs sentiments l'habiteront, il reviendra. Surtout qu'il n'a pas été empêché de revenir. Et je vous assure, et je vous dis la main sur le cœur, tel que vous me voyez, je n'ai rien fait pour empêcher qui que ce soit d'être là où il devait être au sein du parti. Ça, je mets au défi quiconque viendrait pour dire c'est à cause de Tsatima Biala, c'est à cause de son secrétariat permanent que moi je suis aujourd'hui en dehors du parti. Maintenant, il y en a pour des raisons qui sont les leurs. Je n'y peux rien. La vie politique, c'est aussi comme ça. Écoute, il y en a peut-être qui ont... Ça affaiblit le parti? Ça affaiblit le parti. Ça affaiblit le parti. Parce que
c'est une soustraction. Le parti, ça doit être une addition. Et nous en souffrons, bien sûr. Et donc, si nous devons avoir un candidat à cette élection, parce que là, le débat aussi est en cours. Aurons-nous un candidat? Point d'interrogation. Si oui, comment nous le désignerons? C'est ça le débat. Nous avons un Conseil national qui se tient avant la fin de l'année, le Conseil national, c'est une instance importante qui peut prendre des décisions en lieu et place du Congrès. Justement, M. Tsati Mabiala, parlons toujours de vous, mais un peu de façon, les rapports que vous avez avec les autres membres, les autres leaders de l'opposition, je suis Mathias Nzan, Claudine Mounari, on a vu que depuis un moment, la distanciation a été assez importante quand même. Est-ce que vous réduisez quand même cette distance avec ces leaders de l'opposition pour les Makaya? Vous savez, dans le microcosme politique du Congo, les oppositions, les opposants, ils s'en créent tous les jours. Mais je peux vous affirmer une fois de plus que notre volonté est inébranlable. Nous voulons nous rapprocher de tous nos frères, de tous nos camarades de l'opposition pour construire une grande opposition. Une grande opposition. Là aussi, je dis, il faut que les chemins se croisent. Mais s'il y en a qui prennent la distance, nous avons construit une stratégie, j'en dis nous, la plateforme dont je suis le président, c'est de considérer la démocratie comme étant un jeu. Et ce jeu, on le fait à l'intérieur des institutions. Il y a un président qui est élu, peu importe la manière dont il a été élu, mais il est élu. C'est un fait maintenant qu'il faut prendre. Il y a des institutions, et nous sommes dans ces institutions. Donc pour nous, ceux qui pensent comme nous, ils sont avec nous. Mais ceux qui ne reconnaissent pas le président, ceux qui ne reconnaissent pas les institutions actuelles, qui sont toujours dans le débat... Qui pensent que vous êtes des vendus, vous avez été nommés. On va revenir. Qui pensent que le débat, c'est toujours regarder dans le rétroviseur. Et tant qu'on n'a pas réglé la question électorale, la question électorale, on ne peut pas avancer. Nous, on a avancé. Et avec moi, Yuki, président Koulila, qui a été un très bon candidat, qui est sorti deuxième, et qui, comme nous, a regardé dans la même direction. Et nous sommes en très bonne confiance avec lui. Les autres, je crois que les choses sont en train de bouger. Peut-être que vous ne suivez pas, c'était encore discret. La distance n'est plus aussi grande qu'elle était hier. Maintenant, on se fréquente. Je peux voir Mme Minari, je vais chez M. Nzon, je vais chez tout le monde. Je ne cite pas ceux chez qui je ne parle pas. Ça n'a pas de sens. Donc, l'opposition telle qu'elle est décriée, je pense qu'elle commence à donner un peu j'allais dire, du lest. Donner du lest pour que cette insulte qui nous colle à la peau, ils ne sont pas capables de se mettre ensemble, ils ne sont pas capables. Nous voulons peut-être prouver, je ne dis pas demain, mais nous voulons que dans les toutes prochaines semaines, dans les tout prochains mois, que nous essayons de relever ce défi. C'est aussi un héritage. Que nous pourrons être ensemble, une photo de famille, à côté du Mnari, à côté de Nzon, à côté de Mirassa, à côté, pourquoi pas. Cela, je ne dis pas est en voie, mais pourrait être en voie. Nous le faisons. Mais autour de quoi? Vous savez, l'opposition, il faut qu'elle se bâtisse autour de quelque chose. Si nous arrivons à trouver un consensus qui peut fonder notre opposition, le rapprochement, notamment, vous l'avez dit, j'ai bien compris, la gouvernance électorale, sur laquelle tout le monde est d'accord. Et c'est justement ce cheval de bataille que nous avons enfourché pour essayer de faire ces rapprochements, parce que tout le monde est convaincu que si nous ne réglons pas la question de la gouvernance électorale, le pays risque encore d'aller dans les désordres. Et ça, tout le monde est d'accord. Depuis le mois de mars, le Congo fait face à une crise sanitaire, une grave crise sanitaire, due à la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde entier et particulièrement chez nous. Vous êtes leader de l'opposition, chef de file de l'opposition. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de la manière dont la crise est gérée, c'est-à-dire la prise en charge des malades, le dépistage et tout? Est-ce qu'aujourd'hui, vous, à l'opposition, vous êtes quand même satisfait et vous soutenez l'action du gouvernement? Très bonne question. La manière dont la crise a été gérée pose pas mal de problèmes. Vous savez, on en entend. Si vous promenez votre micro-baladeur dans la rue, vous en entendez des choses. La transparence. Et quelquefois, on est surpris d'apprendre qu'il y a telle décision qui a été prise, incompréhensible. Mais arrive parfois en tant que député, vous êtes associé, vous êtes au courant de certaines choses en tant que député.
Vous avez participé à l'adoption de certaines mesures, l'état Vous savez, d'urgence. moi j'ai deux casquettes. Je suis député, c'est vrai. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale fonctionne un peu, un peu à minima. Ce n'est plus la grande assemblée, hein, c'est à minima. Mais je mentirais si je dis que je ne participe pas, je participe. Mais il faut ouvrir le débat. Le débat ne s'arrête pas à l'Assemblée. Le débat, il doit être un débat. Vous voyez, le gouvernement, pendant cette période, le gouvernement n'a invité les partis politiques qu'une seule fois. Une seule fois. C'était à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. Une seule fois. Vous savez combien de fois, en France, il faut faire un parallèle, combien de fois le président Macron lui-même, le Premier ministre, combien de fois nous avons eu des rencontres avec les partis politiques pour échanger, pour donner des points de vue. Parce que si nous, on est représentés à l'Assemblée nationale, mais tous les partis ne le sont pas. Et ces partis, donc, participeraient de quelle manière à ce débat? Alors qu'ils sont disponibles, à porter aussi. C'est un fait majeur. Je dis, pendant les moments de crise, comme pendant les moments de guerre, c'est là que la République doit se retrouver, que la République doit être ensemble. Et ces genres de rencontres, on aurait pu les multiplier et dissiper tout ce qu'on a entendu. Vous savez, l'aide, par exemple, qu'on a eu reçue, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il faut quand même dire que notre pays a reçu beaucoup de soutien, de toute nature. Il est arrivé un moment, d'ailleurs, qu'on a vu de manière choquante. Certains parlementaires, pour dire les choses avec exactitude, distribués dans leur circonscription, et quelquefois même avec les effigies sur les sceaux. J'ai dit, mais nous sommes en campagne électorale. Qu'est-ce que c'est? Et ces objets qui étaient distribués, les ont-ils achetés? Les ont-ils reçus du gouvernement? Si tel est le cas, pourquoi ne pas donner à tous les partis politiques? Pourquoi ne pas donner à tous les députés, y compris ceux de l'opposition? Nous sommes venus, nous avons apporté, nous l'opposition, on a donné de l'argent pour que l'ensemble du pays profite ou bénéficie de notre générosité. Nous ne sommes pas enfermés dans nos circonscriptions. Moi, j'ai mis 5 millions, excusez-moi de le dire, mais j'aurais pu les mettre à l'Udimat, ce n'est pas ce que j'ai fait. Mais j'ai donné au gouvernement pour que l'ensemble du pays, pas seulement ma circonscription, en bénéficie. Et ils n'ont pas... vos mandants, ils n'ont rien reçu, pas de masque, pas d'assistance de la part du gouvernement. J'ai été, moi, obligé encore d'acheter, d'envoyer les masques. J'étais obligé. Devant les sorties médiatiques du PCT. Et peut-être même que les mesures barrières sont de moins en moins respectées, parce que quand je vois les salles combles, est-ce que la distanciation est respectée? Nous sommes quand même en train de gérer une situation très difficile. Alors vous dites, ce n'est pas le PCT qui gère. C'est le gouvernement qui gère. Mais c'est le ministère de la Santé. Mais c'est le gouvernement du PCT. Sous la responsabilité du Premier ministre. C'est le gouvernement du PCT. Et je suis d'accord avec vous. Ah oui. Si le gouvernement n'avait pas une majorité, donc le PCT, il ne pouvait pas se permettre tout ça. Et donc il y a un lien malgré tout. Et d'ailleurs, ils s'en prévalent, c'est le gouvernement du PCT. Nous avons décrété de ne pas gêner le gouvernement dans la gestion de cette crise. Nous n'avons pas fait de déclaration. Quand nous en avons fait, c'était pour suggérer. Et vous avez vu comment nous sommes comportés. Nous avons également abondé le fonds ouvert pour soutenir l'action du gouvernement. Et vous gardez cette position jusqu'à Nous avons gardé cette position qui nous paraît très responsable. Et nous avons dit, et c'est ça aussi la République. Pendant les moments difficiles, il faut se mettre ensemble. C'est l'union sacrée. D'accord. Alors, nous allons peut-être avancer et pour terminer aussi, on va parler de la politique pure. Donc, nous avons à l'horizon l'élection présidentielle de 2021, peut-être dans 7 mois. Les partis de l'opposition comme de la majorité, puisque vous constatez qu'à la majorité, il y a une espèce... Vous dites qu'ils sont dans une campagne déguisée. Et vous, comment vous préparez sur l'ensemble de l'opposition? Ceux qui sont au moins sur votre plateforme, on a vu peut-être le président Kolela s'est déclaré. Bon, vous, on n'a pas encore entendu. Mais il y a quand même des voix qui s'élèvent au niveau de l'opposition pour dire qu'ils seront candidats. Comment ça se prépare chez vous? C'est toujours en rang dispersé ou bien... Vous savez, pour aller à une élection, je crois qu'il faut dire les choses plus sérieusement. Pour aller à une élection, il faut que les conditions d'une élection libre, juste, équitable soient réunies. J'ai entendu, il y a des chefs des partis d'opposition qui se sont déjà déclarés.
c'est bien. C'est une question que chacun prend, son âme et conscience. Mais nous avons un débat, je crois qu'il y a un débat préalable. Moi, j'insiste sur ce débat préalable. Pourquoi? Mais parce que la question de la gouvernance a produit les effets de 2016, des morts. Mais vous avez eu 4 ans quand même. Que nous avions. Et à l'Assemblée nationale et peut-être dans les autres plateformes de discussion avec la majorité présidentielle, vous avez eu 4 ans pour régler tous ces problèmes. Pourquoi ça revient à le problème de la gouvernance électorale? C'est la question qu'il faut poser à la majorité, ce qui n'est pas réglé. Vous ne me dites pas, mais pourtant ça a été réglé. Vous auriez pu me dire, mais de quoi vous parlez? Mais ça a été réglé. Donc pendant 4 ans, à parler de ça, et pour ne pas savoir les résultats que nous attendons. Nous sommes les seuls pays à la traîne aujourd'hui en matière d'organisation des élections. Je vous assure, notre pays, à la tête, le président Sassou, avec ce qu'il montre à l'extérieur, la question du corps électoral, elle est essentielle. La question de l'organe qui est chargé d'organiser les élections, qu'on appelle chez nous la CNI, elle est essentielle. Si vous n'avez pas un fichier électoral fiable, sur lequel vous êtes tous mis d'accord, il n'y aura pas une bonne élection. Et s'il n'y a pas une bonne élection, il y a des contestations. Et s'il y a des contestations, il y a trouble dans le pays. Vous êtes très sensible à ce genre de questions. Déjà, quand on a lancé les opérations préparatoires du recensement général de la population, vous étiez très, très sceptique. Non, je n'étais pas sceptique. Non, c'est nous qui avons demandé. Là aussi, il faut bien expliquer. C'est nous qui avons demandé qu'on organise maintenant, demandé qu'il y ait un recensement général de la population et de l'habitation. C'est nous qui l'avons demandé en débat à l'Assemblée nationale. Mais non, on a lancé l'opération en pleine crise. Mais on lance l'opération malheureusement en pleine crise. Il faut savoir si on veut de la santé des Congolais ou bien simplement on a besoin du recensement général de la population. À ce moment, la santé de la population des Congolais primait sur cet autre objectif. Il fallait donc surseoir. On n'a pas dit qu'il fallait ne plus faire le recensement général de la population. Nous en avons besoin. Et le corps électoral, justement, dépend. Le bon corps électoral dépend justement des résultats du recensement général de la population et de l'habitation. Nous avons dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Le président lui-même a dit, restez chez vous. Rien ne se fait pendant cette période. Et pourquoi il y a des agents recenseurs qui passent? Qu'est-ce qui se cache derrière? J'apprends qu'on pourrait peut-être avoir une discussion, appelons ça une concertation sur le corps électoral, peut-être pour faire encore comme le recensement de la population et le recensement du corps. Mais la révision du corps électoral ne peut se faire que sur une matrice crédible, que personne ne conteste. À ce moment, on fait la révision. La révision, c'est simple. C'est un jeu de quelques jours. Mais il faut avoir une matrice. Et cette matrice, nous ne l'avons plus. Celle qui est là date de 2014, qui est contestée. Mais les temps vous est compté, on est à moins de 7 mois. Sauf si on revient à votre proposition, mais demander à la majorité de donner une transition. Quand j'ai entendu non, on ne peut pas parce qu'il y a la Constitution qu'il faut respecter. La Constitution. Il faut respecter la Constitution. C'est ça. Oui. C'est l'argument massue. Hein. Je me dis, mais ça tient bien là, enfin, ça ne va pas. Il y a la Constitution, nous devons respecter la Constitution. Oui. Merci. Attention, la paix, la stabilité d'un pays. La paix d'un pays. Je ne parle pas de la stabilité où il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais la paix d'un pays vaut plus que tout. On peut retarder de 2 jours, de 3 jours, mais si c'est pour conserver la paix, la quiétude dans notre pays, et puis cette violation de la Constitution qu'on rabâche tous les jours, violation, nous sommes respectueux de la Constitution, ils ont une lecture sélective de la Constitution. Ils défendent ce qui les arrange. Ça les arrange, on peut respecter. Prenez l'article 106 de la Constitution. La respecte-t-il? Entre autres, je n'ai pris qu'un élément. Moi, j'ai pris la Constitution. L'article 106, je vais lire devant la caméra. L'article 106 de la Constitution. Entre autres, pendant l'exercice de leurs fonctions, le Premier ministre, les autres membres du gouvernement ne peuvent par eux-mêmes ou par intermédiaire acheter ou prendre en bail les biens appartenant au domaine de l'État et des collectivités locales. Toujours l'article 106 en son 3e alinéa. Ils ne peuvent, à titre onéreux ou gracieux, acquérir ni pour leur compte, ni pour le compte de tierces personnes, les résidences de fonction mises à leur disposition. Je referme ça. Et qui respectent la Constitution. Peuvent-ils me dire que cet article est respecté? C'est la Constitution. Donc on ne doit pas avoir une lecture sélective. S'ils nous démontraient qu'ils sont respectueux des règles constitutionnelles, tout ça serait respecté.
Allez regarder au camp Clairon, à Bakongo, les maisons dites sociales qu'ils ont construites. Quels en sont les acteurs? Peut-être qu'il faut qu'une commission travaille dessus. Oui, j'ai dit, mais je vous dis, allez regarder, menez une commission, mettez en place une commission, même vous les journalistes d'investigation, allez voir. Il n'y a pas que l'enquête parlementaire. Ça aussi, c'est la Constitution, non? Et pourquoi ils ne tiennent qu'à ces dispositions du mandat impératif du président de 5 ans? Et on n'a pas dit qu'on va violer la Constitution. C'est un accord politique obtenu au cours d'un dialogue. Et c'est le point que vous voulez amener au dialogue de Martin Berry, le secrétaire permanent du Conseil national. Mais c'est un point, par exemple. Mais oui, c'est un point. Mais on ne peut pas décider comme ça. C'est un dialogue où les forces vives se retrouvent pour constater qu'il y a impossibilité en 2021, premier trimestre, d'organiser une élection qui ne soit pas contestée. Le problème, c'est quand j'écoute les gens dire Sadji Mabiala demande le report de l'élection. Non, c'est une conséquence de cela. Ça devait être une conséquence. Le problème, c'est qu'on fait d'abord l'état des lieux. Est-ce qu'on peut aller à des élections crédibles? J'ai écouté le très respecté mon frère Moussa, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais je crois que le problème est pris dans l'autre sens. Non, il n'a pas, lui, à repousser l'élection présidentielle. Elle doit avoir lieu comme prévu par la Constitution. Mais je n'ai pas dit comme ça. Je dis, on fait l'état des lieux, on regarde si les conditions permissives d'une bonne élection, qui ne soit pas contestée, pourraient avoir lieu en mars 2021. Nous sommes à 7 mois. Il faut donc terminer le recensement général de la population, s'il vous plaît, avoir les résultats validés. Il faut faire l'enrôlement, y introduire la biométrie. Il faut régler la question de la CNI, qui est, entre parenthèses, dit parité, mais ne l'est pas. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire, il faudrait que je le reprenne. Ah bien, c'est ensemble que nous organisons les élections. Comment ça? C'est pas ensemble, mais c'est disproportionné. Vous faites partie de la commission électorale. Vous envoyez regardez les propositions regardez les propositions de la commission électorale. Laissez-moi sourire. Je vous prends un département qu'on appelle le département informatique. Essentiel. Informatique. Le code électoral dit qu'il y a 2 représentants de l'opposition et 2 représentants de la majorité. Ni les 2 de l'opposition, ni ceux de la majorité n'ont jamais été admis à participer aux travaux de l'informatique. Bon, ceux de la majorité... Vous les avez quand même envoyés, ils n'ont jamais été admis. Bien sûr. Ceux de la majorité, bon, de toute façon, ils sont tranquilles. Ils savent où ça se fait, donc ils peuvent ne pas être. Mais nous, on ne le sait pas. L'informatique. Et vous savez qui s'occupe de la cellule informatique? Ce sont des expatriés. Ce n'est pas des Congolais, ce sont des expatriés. Ils ont l'expertise, peut-être. Ah, vous croyez qu'aujourd'hui, mais c'est une insulte aux Congolais, il y a des experts, il y a des ingénieurs informaticiens qui peuvent faire ce travail. Mais en 92, ils sont sortis d'où? Ils étaient bien là. Vous avez une cellule informatique en 92. Mais c'est eux qui ont travaillé, des Congolais, comme vous. Brillants Congolais. Et ça, c'est une bouteille d'encre, personne ne le sait. C'est tout ça que nous voulons justement régler. Est-ce qu'en si peu de temps, on peut le régler? Mais commençons, on verra bien. On a encore 7 mois. On a encore 7 mois. On a encore 7 mois. 7 mois et rien ne bouge. Se mettre en branle très rapidement. Mais rien ne bouge. Sauf que chaque fois que le gouvernement veut faire bouger les choses, vous êtes un peu sceptique. Non. Est-ce que, à quel moment alors vous pensez... Non. Le recensement général de la population, on n'est pas contre. Nous ne sommes pas contre que le PCT s'organise. Non, je n'ai pas dit ça. Quand le PCT a dit, je suis en train d'appliquer une directive du Congrès de restructuration. Clair, vous n'avez rien à dire. C'est très bien. Mais quand ils ont ajouté que c'est pour nous mettre en ordre de bataille, faire élire notre champion dès le premier tour, c'est donc une campagne électorale. Mais ils l'ont dit aussi au Congrès. Depuis le Congrès, en décembre, il avait dit que leur candidat devrait passer dès le premier tour. Ils l'ont dit aussi au Congrès. C'est pour ça que je dis que là, ils sont en campagne électorale. Que ce soit au Congrès, c'est campagne électorale. Que ce soit hier ou aujourd'hui, c'est campagne électorale. Est-ce que nous pouvons aller en campagne électorale alors que nous avons des préalables qu'il faut régler? Et des importants préalables qui doivent prendre du temps et dans le débat contradictoire avec les autres. Et nous sommes là pour apporter notre petite expérience aussi de ces questions, parce que nous y sommes depuis un moment. C'est ce que nous demandons. Donc une bonne gouvernance électorale, simplement. Si ces questions sont réglées, nous avons, en 2016, nous avons reconnu les résultats du président Sassou.
Donc celui qui parle, ce n'est pas un radical, ce n'est pas quelqu'un Vous avez pris acte. C'est pas un fatigué, nous avons pris acte. Bon, c'est un euphémisme, ça veut dire quoi? Que nous avons accepté. C'était aussi pour flouer les militants qui étaient si chauds, il fallait dire prendre acte, et nombreux n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Non, les militants de l'UPADES ne sont pas des imbéciles. Ils ont compris que nous avons accepté prendre acte, c'est ça. Mais de toute façon, même dans au sein des grandes organisations internationales, l'ONU, quand les élections ne sont pas très justes, mais bon, on dit bon, écoutez, nous prenons acte. Et puis voilà. Et au bout, c'est quoi? C'est comme une forme d'acceptation. Mais nous n'avons pas dit c'est bon, nous acclamons et nous avons reconnu. Nous avons dit nous prenons acte. Nous prenons acte. Au nom de la paix, au nom de la tranquillité du pays, nous prenons acte. C'est ça. Monsieur le Premier secrétaire, Alors, donc, cette question, on va peut-être arriver à la... On n'a jamais eu assez de temps pour décrypter toutes les questions nationales, malheureusement. Mais peut-être que je vous donne une minute pour essayer de dire deux choses au public qui nous suit. Mais expliquer la proposition que nous avons faite, qu'elle soit critiquée, je veux bien, mais qu'elle soit comprise. Il faut critiquer ce que l'on a compris. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Ce n'est pas la Constitution qui est en jeu. La Constitution, elle est violée tous les jours. La Constitution, si on devait le faire, c'est cette disposition qu'on suspendrait cette période. Il y a des pays qui l'ont fait. En face de nous, la RDC l'a fait. Ils ont reporté l'élection présidentielle. Jusqu'au moment où ils se sont accordés qu'il faut maintenant faire l'élection. Mais on n'a pas changé de constitution. Je n'ai pas demandé qu'on change de constitution. Je n'ai pas demandé qu'on viole comme ça impunément la constitution. Non, pas du tout. Quand j'ai dit ça, il faut me donner une minute. Au cœur, c'est le président Sassou. C'est le président Sassou. Vous savez, le président Lissouba, je ne sais pas si je suis un partisan, le président Lissouba, pendant ces 5 ans, il n'a eu de cesse de dialoguer, de discuter avec son opposition. Il a créé ce qu'on appelait le comité restreint, qui chaque fin du mois regroupait les éminents responsables des partis de l'opposition et de la majorité autour de lui pour regarder la nation, comment elle devait être gouvernée ensemble, au sein du comité restreint. Au début, nous en étions un peu, nous, ces partisans, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Il a dit, c'est comme ça qu'il faut faire, les enfants. Parce qu'il y a d'abord la nation, et moi je veux la paix et la tranquillité dans ce pays. Dites-moi, combien de fois le président Sassou a reçu son opposition depuis qu'il est là? Jamais. Vous êtes le chef de file, hein? Moi, je ne suis pas de l'opposition. Moi, il m'a reçu une fois, le jour que j'ai été reconnu comme chef de file de l'opposition, il m'a fait l'honneur de me recevoir. C'était la dernière fois. Mais je dis, l'opposition, dialoguer. Regardez ailleurs, comment ça se passe ailleurs. Le président de la République reçoit l'opposition, discute avec l'opposition, échange avec l'opposition. Et nous, les rares fois, non, il faut aller voir le Premier ministre. Non, ça, ce n'est pas le président de la République. Mais il y a des questions qui relèvent du président de la République. Pour dire la vérité. L'alternance est bloquée. Tant que le président Sassou est candidat et là, il n'y aura pas d'alternance. Ça, je vous le dis clairement. Elle est bloquée. Mais parce que tout est conçu pour que, aux élections, le président Sassou soit élu. Tout est fait. Ça, je vous le dis, regardez-moi. Mais vous aussi, vous ne faites pas quelque chose pour être élu aussi. On voit sur le terrain comment se déroulent les campagnes électorales. Non, j'ai dit le système, mais bien sûr. Il y a des moments où on me dit, mais est-ce que finalement on ne fait pas le faire valoir? Il y a des moments où je me pose quelquefois ces questions. Excusez-moi de sortir ce que j'ai en moi. Est-ce qu'on ne fait pas le faire valoir? Parce que tel que le système est fait, pour lui, pour que lui soit toujours élu, il n'y aura pas d'alternance. Et le président Sassou a tout donné aujourd'hui. Nos pères fondateurs, dans la devise qu'ils nous ont laissée, unité, travail, progrès. Ils ont commencé par unité. Ils n'ont pas commencé par travail et progrès, unité. Donc c'est un préalable à tout l'unité. Le président Sassou, c'est bien. Il faut le lui reconnaître. Dans le cas de l'unité, plus que ses prédécesseurs, bien sûr, il a eu le temps, il a eu les ressources, bon, à son actif. Mais quand même, il faut le reconnaître, c'est lui qui a réussi à faire le maillage du territoire. Donc à réaliser l'unité physique, un des éléments de cette unité dont parle le père fondateur dans la devise. Là, vous parlez comme un membre du PCT ou bien vous êtes réaliste quand même? Je parle pas comme membre du PCT, je parle comme un opposant, réaliste, comme un opposant qui voit les choses. Mais devant l'évidence, il n'y peut rien. On vous dit que c'est noir, vous dites non, c'est du rouge. Ah, ben, vous n'êtes pas normal. Ça, c'est une évidence. Et je dis, il a eu, pour lui, le destin, la chance d'être plus longtemps au pouvoir et d'avoir eu des ressources. Ses prédécesseurs auraient pu le faire. Lissouba est resté 5 ans. 5 ans sans ressources. Donc, je reconnais qu'au moins, il a réussi ce que moi j'appelle
dans ce jargon, l'unité physique du Congo. Aujourd'hui, les Congolais se connaissent. Parce que l'unité, c'est aussi le brassage des populations. Hier, il fallait quoi? Un mois pour partir de Pointe-Noire atteindre Ifondo. C'était même inimaginable. Aujourd'hui, en 2 jours, 3 jours, vous pouvez le faire. Ça, c'est à son actif. Mais il lui reste quoi qu'il n'a pas fait? L'unité humaine du Congo. Et ce qui restera dans la conscience collective, ce n'est pas l'unité physique, c'est l'unité humaine, pour être plus clair. Il doit, pendant la période de transition, si on peut donner 2 ans pour refaire tout ça, et à son avantage, il aura donc à la fois réalisé l'unité physique et l'unité humaine qu'il peine à faire. Je lui dis, maintenant le PCT veut essorer le président Sassou jusqu'à la dernière goutte de sueur. Donnons-lui peut-être 1 an, 2 ans de transition, décidé au cours d'un dialogue. Ce n'est pas de Satima Biala, au cours d'un dialogue. Si c'est 1 an, 2 ans, à la fois pour mettre en place un gouvernement d'union nationale, pour que les Congolais se regardent, ceux de la diaspora et ceux de l'intérieur, qu'ils se regardent. Et ça, c'est le grand mérite de Sassou. Et moi, c'est ce que je dis. Est-ce que quand je dis, je suis un homme du PCT, pour mes partisans, ils vont dire, mais voilà, ce type-là, on l'a acheté. Il ne fait que le machin. Mais non, je dis la réalité. Parce qu'au-delà du tout, croyez-moi, c'est d'abord le Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Vous savez, on n'a jamais eu assez de temps pour décrypter des questions d'intérêt national. Merci et à la prochaine occasion.